Après l'assassinat du numéro 2 du Hamas le 2 janvier dernier en plein cœur de la banlieue sud de Beyrouth, c'était au tour de Fouad Shokor, chef militaire du Hezbollah, d'être assassiné par Israël dans ce même quartier. Et quelques heures plus tard, le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Téhéran. Des assassinats ciblés conduits par Israël et qui sont loin d'être récents dans l'histoire du pays. En plus de 70 ans d'existence, l'État hébreu a ainsi éliminé de cette façon des milliers de ses ennemis. Alors comment le pays repère-t-il ses cibles pourtant si protégées et opère en territoire étranger? Dans ce décryptage, on vous explique tout sur le modus operandi en revenant sur les grands assassinats ciblés de l'histoire d'Israël. هيدا الخليوي اللي بإيدكم يا إخوان ويا أخوات هذا جهاز تنصت. Les ennemis d'Israël le savent, le renseignement est crucial pour mener ces opérations. Et les appareils mobiles sont de très bons moyens de surveillance. Paranoïa? Pas vraiment, car on sait qu'Israël fait partie des pays les plus puissants en matière de cyberespionnage. Pour cela, il s'appuie notamment sur le Shin Bet, pour la collecte de renseignements intérieurs, le Mossad, pour le renseignement extérieur, et sa mystérieuse unité militaire 8200, chargée de récolter toutes sortes de données à des fins militaires, avec plusieurs milliers de membres. Ce sont d'ailleurs d'anciennes recrues de cette unité qui ont créé NSO Group et conçu Pegasus, ce puissant logiciel espion installé sur les smartphones qui a permis d'écouter de nombreuses personnes dont des chefs d'État. Téléphone, ordinateur, portable, réseau, Wi-Fi, Bluetooth, toutes ces technologies peuvent être piratées pour permettre une surveillance. Le numéro 2 du Hamas a certainement été repéré grâce à ces écoutes massives, car on sait aujourd'hui que des téléphones portables ont été retrouvés dans le bâtiment frappé, également équipés d'une connexion Wi-Fi. Et ce, malgré les avertissements du Hezbollah. Une surveillance d'autant plus simple à mener au Liban que le patron de l'opérateur public libanais prévenait le mois dernier qu'en raison d'un financement insuffisant, le réseau était délabré et obsolète, donc vulnérable. Outre le cyberrenseignement, Israël repose évidemment sur la présence d'agents sur le terrain. Et à ce titre, on sait que les pays de la région annoncent régulièrement des arrestations de ces espions présumés. En Turquie, elles se sont accélérées ces derniers mois. En janvier, 34 personnes ont ainsi été arrêtées, et 7 autres en février. Impossible de savoir précisément le nombre d'agents recrutés par Israël dans ces pays. Mais dans une enquête publiée en 2022, le quotidien Assas évoquait près de 170 réseaux pour le seul territoire libanais, avec plus de 10 000 agents en fonction sur place. Une fois qu'Israël a collecté toutes ces informations et repéré sa cible, la question qui se pose alors est comment l'éliminer? Pour assassiner, l'armée israélienne utilise toutes sortes d'armes, et parfois ne manque pas de créativité dans ses opérations. Elle utilise évidemment des drones, des hélicoptères ou encore des avions furtifs, conçus pour éviter toute détection. Les munitions utilisées, elles, peuvent être lourdes, comme celle larguée en juillet 2002 sur Salah Shehaded, l'un des plus hauts chefs militaires du Hamas, visé par une bombe d'1 tonne, larguée par un F-16 à Gaza, et qui avait conduit également à la mort de 14 civils et blessé 150 autres. Ou encore Ahmed Yassine, le chef spirituel du Hamas, éliminé le 22 mars 2004, grâce à des hélicoptères et plusieurs roquettes, qui avaient tué avec lui 7 autres personnes. Ces opérations peuvent être également précises et guidées pour permettre des attaques chirurgicales. Dans le cas du numéro 2 du Hamas, par exemple, c'est un missile GBU-39B d'environ 120 kg qui a permis son assassinat dans l'un des quartiers les plus bondés de la capitale libanaise. Ces missiles précis ont une portée de 150 km, permettant aux avions de ne pas trop approcher la cible et donc de ne pas être repérés facilement. Israël utilise également des engins explosifs sophistiqués. Parmi les cas les plus connus de l'histoire, il y a l'assassinat d'Imad Mourniyeh, l'un des fondateurs et plus hauts responsables du Hezbollah, tué dans l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture à Damas en 2008. Une opération conjointe du Mossad et de la CIA. Plus récemment, le chef politique du Hamas aurait lui aussi été tué grâce à une bombe à Téhéran, selon une enquête du New York Times publiée au lendemain de sa mort. Selon 5 responsables du Moyen-Orient, la bombe avait été dissimulée il y a environ 2 mois dans la maison d'hôtes gérée et protégée par le corps des gardiens de la révolution islamique et faisant partie d'un grand complexe connu sous le nom de Neshat dans un quartier chic du nord de Téhéran.
Des opérations qui nécessitent obligatoirement une intervention humaine sur le terrain et qui montrent donc des failles au niveau de l'appareil sécuritaire de ces pays ou de ces groupes, voire d'infiltration. Le Mossad sait également être créatif et orchestre depuis des dizaines d'années des opérations bien plus sophistiquées et spectaculaires, avec parfois des armes moins connues. En novembre 2020, l'assassinat de Mohsen Farizadeh, le plus grand scientifique du programme d'armement nucléaire iranien, avait ainsi abasourdi le monde entier. Les Israéliens avaient déjà tenté de le tuer en 2009 grâce à des agents déployés sur le terrain. Mais l'opération avait été annulée à la dernière minute par crainte d'avoir été démasquée. Près de 10 ans après, les Israéliens ont alors décidé de l'abattre, sans la présence d'espions, grâce à une mitrailleuse télécommandée, contrôlée à distance. C'était le premier test d'un tireur d'élite de haute technologie, informatisé, équipé d'intelligence artificielle et de caméras multiples, commandé par satellite et capable de tirer 600 balles par minute. Les Iraniens ont tourné en dérision cette histoire, sauf que cette fois, il y avait vraiment un robot tueur. Parmi ces opérations spectaculaires montées par le Mossad, certaines ont toutefois échoué. On se rappelle de la célèbre tentative d'assassinat manqué de l'un des chefs du Hamas en Jordanie, Khaled Meshal, en septembre 1997. 5 agents du Mossad, qui se font alors passer pour des touristes, lui injectent du poison dans le cou. Démasqués, 2 d'entre eux sont arrêtés, les autres se réfugient à l'ambassade israélienne. Khaled Meshal, lui, tombe dans le coma, et face à la crise diplomatique, Israël est forcé d'envoyer l'antidote, grâce auquel ce dirigeant survit. Il y a aussi l'affaire du Dubai Gate, en 2010, une opération qui conduit bien cette fois à l'assassinat dans sa chambre d'hôtel de Mahmoud El-Mabhou, l'un des fondateurs des brigades Al-Qassam du Hamas. Mais quelques jours plus tard, toute l'opération est rendue publique par la police de l'Émirat. Les vidéos où l'on voit les prétendus agents suivre leur cible sont montrées au monde entier. L'affaire crée un tollé mondial, alors que ces espions auraient utilisé des passeports falsifiés de véritables citoyens étrangers, britanniques, irlandais, français, allemands et australiens. Une humiliation et un embarras pour le Mossad. Au fil des ans, et particulièrement depuis les années 2000, ces assassinats sont sans aucun doute devenus l'une des signatures de l'État hébreu. Une machine bien huilée pour tuer ses cibles, peu importe où elles se trouvent. Dans son livre Rise and Kill First, le journaliste israélien Ronen Bergman, qui a conduit plus de 1000 entretiens sur le sujet, affirme qu'au cours des 70 dernières années, Israël a ainsi conduit plus de 2300 opérations du genre. While the book is a story about successes in operations and targeted killings, with of course, the moral and legal doubts into them, but also a story about major strategic threats and failures of political leaders that were not willing and are still not willing to take the risk and use other means of communicating with the enemy that might have a chance to have just a different Middle East.